Bienvenue sur Espace TV, mesdames et messieurs, dans cet entretien exclusif, évidemment. Nous sommes à Paris avec le président de PEDN, monsieur Lansana Kouyaté, avec nous sur ce plateau pour cet entretien exclusif pour vous, téléspectateurs d'Espace TV. Monsieur Kouyaté, monsieur le président, bonsoir et bienvenue sur Espace. Bonsoir, Lamine. Bienvenue. Merci. Comment ça va? Autant que tu vois. Autant que je vois. Loin du pays, ici en France, vous voyez l'actualité déjà. Qu'est-ce qui vous a marqué ces derniers temps en Guinée? Quand on voit un petit peu l'actualité en filigrane. Il n'y a rien d'actuel en Guinée. Ah tout est ancien. Le niveau de vie des gens, on reforme le gouvernement. On rebelote, après on tâtonne, ouais. On va, on vient, c'est toujours la même litanie. Ouais. Justement, on va essayer en filigrane de parler un petit peu de l'actualité. On parle de la nomination de M. Kassory Fofana comme Premier ministre de notre pays. Déjà, ça vous fait quoi? Est-ce que vous attendiez? Je suis plutôt étonné que nos compatriotes s'étonnent de ce qui n'est pas étonnant. Ah. À ce point. Ah oui, il était déjà ministre d'État aux investissements et aux 3P, PPP. Oui. Je crois qu'à ce titre, qu'il le nomma Premier ministre n'a rien d'étonnant. Et en fait, si on remonte plus loin, on verra que le Premier ministre Kassory, on avait parlé déjà de lui depuis 3 ou 4 ans, hein, oui, qu'il sera Premier ministre. Effectivement. Bon, donc les gens en étaient informés. Mais je m'étonne toujours parce que pour les Guinéens, c'est comme si c'était quelque chose d'imprévisible. Ouais. Alors que c'était non seulement prévisible, mais c'était prévu. Ouais. Voilà tout. Donc pour vous, c'était une suite logique, quelque part. C'est une suite logique, quelque part, dès lors que l'on participe au gouvernement, eh bien, il est tout à fait prévisible que chacun de ceux qui participent puisse être nommé à telle ou telle fonction. Ouais. Mais à ce point, parce que la particularité, c'est surtout aussi fondre pas le PEDN. Il faut clasher 3 fois. GPT, évidemment, dans le RPG Arc-en-Ciel. Oui, c'est une nouveauté. Cela est une nouveauté. Il y a une autre que je vais évoquer. Mais cette première nouveauté, c'est vrai, parce qu'en 2011, quand Arc-en-Ciel, RPG Arc-en-Ciel a été créé, j'ai trouvé, comme d'ailleurs mon ami Kassory, nous avons trouvé que c'était de l'incongruité. Parce que RPG était membre de l'Arc-en-Ciel, tout comme le PDN l'était, tout comme le GPT était, tout comme d'autres partis l'étaient. Alors, on ne peut pas dire, autant on ne peut pas regarder le firmament et dire jaune arc-en-ciel, c'est totalement de la bêtise. Autant on ne pouvait plus dire RPG arc-en-ciel. Ou on dissolvait tous les partis pour créer un parti nouveau qu'on aurait pu appeler arc-en-ciel, ce que le président du RPG ne voulait pas. Ou alors chacun reste dans son parti et ça reste un conglomérat de partis sous bonne entente, bien sûr. Mais malheureusement, on voulait, parce que je crois que quand il a été élu, il pensait qu'il était maintenant devenu roi de Guinée et qu'il pouvait décider de tout. À l'époque, la réaction du président du GPT, c'était de dire non, et il n'a pas accepté. Oui, mais il avait répété. Voilà, il avait refusé en ce moment. C'est ce qui est nouveau. Maintenant, il a accepté. Il a ses raisons que je ne connais pas, mais au total, c'est ce qui est surprenant. Pas sa nomination, mais qu'il fasse absorber son parti par le RPG est plutôt surprenant. Voilà, beaucoup disent ce qu'on ne dit pas, ce qu'on ne dit pas au peuple de Guinée, forcément c'est la préparation du 3e mandat, parce qu'à voir le discours de Kassory Fofana au siège du RPG Arc-en-Ciel, à dire que lui, il est incapable, en fait, il n'a plus de force, la force qu'a le président Condé. Ça vous inquiète tout ça un petit peu ou pas? Parce qu'il n'y a pas que inquiétude, non. Mais on est toujours dans les surprises. Vous m'avez parlé d'une surprise, je vous ai dit qu'il y en a 2. La deuxième surprise, c'est justement cela. Parce qu'il a dit de laisser le président de la République terminer son travail, le travail qu'il a commencé. Un travail qu'on commence, on peut ne jamais le terminer. Et il suffit qu'il lance un autre chantier en 2019, et qui aille, même ceux qui sont déjà lancés
n'est-ce pas, qui paraissent relever parfois de l'onirique, c'est-à-dire du rêve qu'on rêvasse. Et tout cela peut aller au-delà de 2020. Donc, quand lui, il dit, il n'a pas parlé de troisième mandat explicitement, Kassori, mais il a dit de laisser le président terminer son travail. Alors, jusqu'à quand? Et il devait fixer une borne jusqu'à 2020, parce que c'est ce qui est constitutionnellement reconnu. Alors, au-delà, ça ne se passera pas. Je conseille vivement, non pas... Vous le voyez venir ou pas du tout? Aussi, voir qui venir. Le troisième mandat, non. Le troisième mandat, il dort avec, il se réveille avec, il se promène avec tout ce qu'il fait. Beaucoup ont trouvé anodin des propos tenus par des sous-fifres un peu lointains, mais rien ne se fait sans l'injonction de cet homme. Quand un commissaire l'a dit, Anzere Koré, je ne veux pas le citer, mais quand il a dit troisième mandat, les gens ont bondi sur lui. C'était un tort. Ce n'était pas lui. Il a été commissionné, il a fait la commission. Donc, depuis, même avant, en 2011, quand on me disait « Ah, le président dit qu'il sera le Mandela d'Afrique, ça veut dire qu'il ne fera qu'un mandat. » Je dis « Vous vous trompez. Il pense déjà au deuxième, il pense au troisième, il pense même au quatrième, si Dieu lui en donne longue vie. » Donc, moi, je ne suis pas surpris. Seulement, je dis que s'il veut un troisième mandat, il nous trouvera sur le chemin. En même temps, parce que j'apprends beaucoup de choses du côté de Conakry, comme quoi la Constitution, il y a beaucoup de failles, c'est ce qu'on dit. Si demain, on dit un référendum pour ou contre? Ce n'est pas un référendum qui serait sain. Pour ou contre? Je voudrais rappeler, je vais revenir à ça, mais expliquer d'abord, donner un background. Lorsque c'était le régime militaire, et lorsque les partis politiques, la société civile, les syndicats, qui faisaient partie de ceux qu'on appelait les forces vives, se sont retrouvés, et je crois que c'était au siège de François Fall, il avait été dit que quiconque serait élu va immédiatement lancer la procédure de consultation du peuple pour entériner la Constitution ou l'amender. C'était dit. Ça, c'était en 2010. Alors, cette Constitution, c'était le CNT, rappelez-vous, le Conseil national de transition. Et chacun des partis y était représenté. Mais on a tenu à ce que ça soit en adéquation avec la légitimité pour faire voter par le peuple. Et cela a été donné comme mandat au premier président qui allait sortir, n'est-ce pas, de ses yeux. Ça a été le professeur Alpha. Pourquoi il ne l'a pas fait en ce moment? Pourquoi attendre les 2 dernières années, sinon même la dernière année, pour parler de ça? C'est pourquoi je dis que c'est indécent. C'est parce qu'il veut se fabriquer la porte pour un troisième mandat. Ceux qui parlent de flou, de confusion, écoutez, c'est comme amener une chemise chez le tailleur. Si vous voulez qu'il fasse manche courte, il fera manche courte. Si vous voulez qu'il fasse manche longue, il fera manche longue. Ça dépend, c'est vous qui en subissez les conséquences. Si c'est une manche courte pendant la saison de froid, alors vous aurez froid. Si c'est une manche longue pendant la saison chaude, alors vous aurez chaud. Les Guinéens doivent comprendre qu'un État ne se construit pas comme ça. Ce n'est pas par rapport au plaisir ou au désir, aux intérêts personnels immédiats qu'on bâtit un peuple, qu'on bâtit une nation. Pour ou contre? Contre. Le référendum? Contre. Bien. Absolument contre, dès lors que ça n'a pas été fait à temps. Bien. Voilà. On va essayer de parler maintenant évidemment de la structure gouvernementale parce que c'est important. On parle de la composition de ce nouveau gouvernement, l'entrée aussi des opposants dans ce gouvernement. Je parle de Mouktar Diallo, le président de NFD, et d'Abakar Silla. Tout ça, si on peut se permettre de dire, il a dynamité cette opposition aujourd'hui, le président Condé. Et la faible représentativité aussi des femmes. D'abord, la structure. La structure, une structure répond à quoi? Pourquoi on fait une structure gouvernementale? Il y a 3 choses dans la vie politique, dans la vie d'un État et dans la vie même de l'homme. On se fixe un objectif, après on s'organise pour pouvoir atteindre cet objectif.
c'est cette organisation qui est, par raccourci, organe. Ça veut dire structure. Oui. Donc, quand on sait où on doit aller, on crée, pour un État en tout cas, une structure gouvernementale qu'on appelle gouvernement. Et cette structure doit répondre aux ambitions d'atteindre, n'est-ce pas, l'objectif qu'on s'est fixé. Ouais. Mais est-ce que c'est le cas vraiment? La structure peut varier d'un homme à l'autre, d'un chef d'État à un autre. Un président africain me disait, il y a longtemps de ça, la tâche la plus difficile pour un homme d'État, un chef de gouvernement, c'est de former le gouvernement. Ouais. C'est sûr. Mais ça dépend du sens qu'on veut donner à cela. Je ne veux pas dire qu'il y a une relation de cause à effet entre la population, la taille de la population et le nombre de ministres. Non, il n'y a pas une relation de cause à effet. Mais il y a une relation de cause à effet entre les charges de l'État et le nombre de ministères. Vous vous rappelez, j'étais Premier ministre, malgré tout, je n'ai eu que 19 ministres. Justement, on va en parler. 19 ministres. À votre époque, comment ça se passait, M. Kouyaté? Ça se passait bien. La structure du gouvernement. La structure du gouvernement. Vous avez participé ou pas du tout? À quoi? À la composition du gouvernement. Participer, c'est peu dire. Ouais. J'avoue que je reconnais que tout ce que j'ai proposé au président Conté, il a fini par accepter. En clair, vous avez composé votre gouvernement? J'ai composé mon gouvernement. Le président Conté n'a eu qu'une seule suggestion. Enfin, pas suggestion. Il a eu à faire une seule déclaration. Il m'a dit d'abord, il ne faut pas écouter tous ceux qui viendront te dire je suis le président. C'est le président qui veut que je reste. En clair, vous étiez le vice-président, en quelque sorte. C'est trop dire aussi. Mais non, c'est pas trop dire. Non, il n'y a pas d'institution pour ça. C'est pas prévu. De toutes les façons, il m'a dit, quiconque viendra, n'écoute pas. Mais je veux que tu me retiennes un. Je ne veux pas dire ça aujourd'hui. Mais quand il m'a dit ce un-là, je lui ai dit justement, ça commence par lui. Je ne veux pas le retenir, Monsieur le Président. Pour quelle raison je lui ai donné? Il avait ceci de particulier. Convainc-le, il accepte. Je l'ai convaincu et ce monsieur qu'il recommandait et qui était peut-être sûr déjà, parce que la structure du gouvernement avait été déjà publiée et il avait déjà modifié ses tampons, ses papiers, il avait tout fait parce qu'il disait Urbi et Orbi qu'il ne va pas quitter. Mais j'ai dit au président, en lui expliquant pourquoi, il m'a dit oui, tu as raison. La seule personne qu'il a nommée et avec aussi la gentillesse de me consulter, c'était le ministre de la Défense. Et il m'a demandé de lui proposer 3 noms là. Je lui ai posé 3 noms et il a pris le 3e. C'est tout. Tout le reste, c'était mon choix. Et cette personne, elle est aujourd'hui en Guinée ou pas du tout? Parce que je n'en dirai plus rien. Je sais que vous êtes, par définition, des grandes gueules. Et vous voulez m'amener à... Non, bon. Je ne vous le dirai pas. Mais il vit, il est en Guinée, il est là. Il m'entend peut-être, il le sait. Le cas Oye-Guilavogui, cette permutation, on va le dire comme ça. Vous m'avez posé une question, je n'ai pas fini de répondre. Je n'ai répondu qu'à la première partie, les structures. Et vous m'avez dit... La faible représentativité des femmes dans le gouvernement, entre autres. Les femmes représentent... et l'entrée aussi des 2 opposants dans ce gouvernement. Les femmes représentent 56% de la population, selon les statistiques. Et elles ne sont que 4, semble-t-il. C'est 12% de la population. 12%, c'est trop peu. C'est trop peu. Infiniment peu par rapport à ce que les femmes peuvent apporter. De toutes les façons, les femmes ont leur voix. Je crois qu'elles ont déjà réagi et je n'ai pas à en dire plus. Mais c'est une mauvaise représentation, c'est une faible représentation. Quant aux jeunes, encore, je dirais que ça tend à être même 0. Quels jeunes vous voyez là-dedans? Sont-ils jeunes? Non, ils ont tous 40 ans, plus de 40 ans. Les définitions qui ont été adoptées dans les myriades de débats de la CEDEAO jusqu'à l'Union africaine, c'est 35 ans. Alors citez-moi un seul qui a moins de 40 ans. Et ils ont tous 40 ans, donc il n'y a pas de jeunes là-dedans. C'est 0%. Pour l'entrée au gouvernement d'anciens opposants, écoutez, chacun est libre de sa décision. Ils savent pourquoi ils ont accepté. Mais n'oubliez pas que
Pas pour autant. Le président... Consulté, M. Kouyaté, parce qu'on a des informations. Pardon? Vous avez été consulté pour... J'ai dit non, parce que c'est ma conviction, c'est la conviction de mon parti. Si telle n'est pas la conviction des autres, ce n'est pas à moi de l'imposer. Alors, mais seulement ce que je veux dire, rappelez-vous, c'était en 2012, je crois, ou au plus tard en 2013, je n'ai plus la date exacte. Quel propos le président a tenu? C'était lors d'une visite, je crois, vers Ratomatoto. Il a dit, dans quelques années, il n'y aura plus d'opposition. D'opposition, oui, on se souvient. C'était un tas, exactement. Il l'a dit. Il l'a dit. Et ces gens étaient avertis. Maintenant, si il tient certains par ambition d'être ministre, d'autres par le ventre, mais ça... up to them, comme on le dit. Aujourd'hui, ce que vous essayez de me faire comprendre, c'est que vous êtes conscient aujourd'hui qu'en Guinée particulièrement, il y a ces opposants qui ont faim. On dit souvent que l'opposition coûte cher. J'entends souvent Ella Seloudalen, que j'ai reçu plusieurs fois sur le plateau des Grandes Gueules à Conakry. Et donc, pour vous, le président, en fait, il donne des cacahuètes un petit peu à certains opposants. Ce n'est même pas, ça va au-delà des opposants. Ça s'adresse à tout le peuple guinéen. Il achète les consciences. Et c'est ce qui fait de notre système un système pourri à la base. Parce qu'on affame le peuple et on essaie d'apporter des strapontins, que ce soit aux opposants, que ce soit aux populations, pour les faire adhérer. Diviser pour régner, appauvrir pour régner. Voilà le principe. Et là, je sais ce qu'il a dit, c'est exact, l'opposition coûte cher, mais on doit le savoir avant d'être dans l'opposition. Si on ne le sait pas, alors quand on vient, on le vit. Dans ces cas, quand vous devez succomber à la tentation de quitter la pauvreté par le pouvoir, donner avec altruisme par le pouvoir, alors quitter l'opposition. Alors, ces deux opposants aujourd'hui se disent qu'ils ont changé de stratégie parce que pour eux, c'était plus nécessaire, comme le disait Sidia Touré, de se mettre sur le capot pour manifester. Si vous avez un conseil à donner à Mouktar et à Boubacar Silla, qui vous écoutent, qui vous regardent à la télévision, forcément, qu'auriez-vous dit? Rien. Ils ont choisi. C'est leur choix. C'est leur choix. Ils en sont libres arbitres. Mais le peuple aussi est libre arbitre. On les juge en fonction, n'est-ce pas, de ce qu'ils font. Et, écoutez, vont-ils apporter quelque chose? Je ne crois même pas. Vous n'avez pas confiance du tout? Non, ce n'est pas parce qu'à eux, je n'ai pas confiance. Il y a des gens qui sont capables, qui sont dans ce gouvernement. Le Premier ministre Kassori, ce n'est pas parce que j'ai une défiance quelconque ou une méfiance, mais aucun, je vous dis bien aucun Premier ministre ni ministre ne réussira sous ce président. Parce qu'il chapeaute tout, parce qu'il ramène tout à lui, parce qu'il a un regard mesquin sur la gestion de l'État. Et quand il a parlé d'unification des caisses, personne n'avait bien saisi le mot, mais c'était l'unification des caisses à la présidence. Aujourd'hui, tout se joue là-bas. Bien. Lansana Kouyaté, notre invité ce soir, évidemment, sur Espace TV. On va essayer de parler du cas d'Oye Guilavogui, parce que, évidemment, s'il y a quelque chose qui a retenu l'attention des Guinéens, c'était, je vais dire, ce ministre capricieux, mais c'est tout comme. Vous dites non, je ne veux pas. Finalement, vous revenez, mais pas au même poste, finalement, à la fin du compte. Cette permutation avec Roger Patrick Minimono, ça vous dit quoi, tout ça? Vous dites que c'est un ministre capricieux. Ce n'est pas lui qui est capricieux. C'est l'État qui manque d'autorité. L'instabilité d'un État peut ne pas venir de la faim, de la famine, des services qui sont totalement délabrés, mais ça peut venir d'un simple fait. Et que un État décide ce matin, 3 jours, 4 jours après, qu'il revienne là-dessus. La base, ça fragilise la base, n'est-ce pas, de l'État. Rappelez-vous, vous connaissez la France. Ceux qui arrivaient ici sous la 4e République, c'était une instabilité chronique. En fait, les leçons ont été tirées de tout ça pour amener la 5e République où c'est plus stable. Quand un État, l'instabilité pour un pays, ce n'est pas la présence de conflits, de guerres. L'instabilité est aussi institutionnelle. On nomme un ministre et peu de temps après, parce qu'il a protesté,
en tout cas c'est ce qui est apparent, oui. On le ramène, cette fois-ci, dans une position plus forte. Parce qu'il était ministre simple, n'est-ce pas, non, ministre d'État toujours. Hein, ministre d'État à l'élevage. Hein. Ouais, c'est bien ça. Bon, il est revenu ministre d'État à l'environnement. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est lui qui est capricieux ou c'est l'État qui est faible? Bien. La faiblesse de l'État, Lansana Kouyaté, notre invité ce soir, évidemment, sur Espace TV. On va essayer de voir d'autres angles hein, de l'actualité, parce qu'on voit ces derniers temps, ça évolue à Conakry récemment sous proposition du PM Kassory Fofana. Le président a pris un décret révoquant évidemment 2 cadres de régie financière de l'État. On parle de Paul Moussa Diawara et de Sékou Kourouma. Pour vous, c'est pas un signal fort quelque part, ou c'est juste aussi de l'amusement? Quand j'étais à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en 2000, j'ai fait adopter la lutte contre le blanchiment d'argent, contre la corruption, contre le terrorisme. Et ça a abouti à la création de ce qu'on appelait le groupe intergouvernemental contre le blanchiment d'argent, le GIABA. Oui. Le siège se trouve à Dakar. Toutes les institutions qui devaient être informées l'ont été, de la Banque mondiale jusqu'à Interpol, en passant par les banques centrales de tous les pays. Et c'était donc un protocole régional qui dépasse toute loi intérieure. Je suis arrivé en Guinée en 2007. J'ai trouvé que ce protocole n'avait été ni ratifié, ni promulgué par le chef de l'État. Et je me suis amusé à le faire. Je l'ai fait avec la volonté de mon cœur. Et finalement, l'acte a été signé. C'est en ce moment que, d'abord, c'est devenu loi. Et dans le même cadre, j'ai commencé à lancer les audits. Le cas de Paul Diawara et de Sékou Kamara. Laissons la justice faire son travail. Ouais. Et vous ne croyez pas du tout, M. Kouyaté? Non, c'est pas que je n'y crois pas. Ok. Mais dès lors qu'on est dans un état de droit, on dit qu'on est dans un état de droit, laissons le droit agir. Pour l'instant, ils sont censés ne pas être coupables jusqu'à ce que leur culpabilité soit prouvée. Même s'il y a eu des inspections, la justice doit le constater. Ça, c'est le b.a.-ba de la justice. Mais ce sont des menus frettins. Ça, ce n'est pas des gros calibres, ça. Vous savez tout ce qui se passe dans notre pays. Mais oui, on le dénonce tout le temps à la télé, à la radio. Vous le dénoncez, vous savez. Et les cas là, même les 2 cas là, ne l'aviez-vous pas... Mais bien sûr, mais bien sûr. Ça veut dire que je vous suis aussi. Parce que je sais que vous en aviez parlé à satiété. Et c'est maintenant que ça arrive. Mais laissez la justice faire son travail et vous aurez raison. Mais vous n'aurez raison qu'en partie. L'autre partie qui reste, c'est les gros poissons qui sont là. Ça va de la tête jusqu'à la queue. Qu'est-ce que vous en saviez, M. Kouyaté? Je n'en sais rien. Je sais qu'il y a des présomptions qui sont aujourd'hui reconnues et à l'intérieur et à l'extérieur. Faisons en sorte qu'il y ait des enquêtes, comme on l'a fait pour Paul Diawara et Sékou Kamara. Alors faisons-le pour l'ensemble. Mettons-toi à peut-être que vous allez aiguiller votre ami Kouyaté, je vais dire Fofana, du côté de Conakry. Parce que vous dites, mais non, il y a des gros poissons. Qui sont ces gros poissons? Vous ne m'amènerez pas à citer, ça serait de la délation. Mais tout ce qui peut-être nous situer un petit peu dans quel domaine? Tout ce qui a été... Dans quel domaine? Les mines sont devenues, n'est-ce pas, un trou. D'où on prélève. Justement, on parle de concession aussi, parce que j'ai écouté... Concession, il y a tout. Tout passe par la corruption en Guinée. C'est ce qui fait que le peuple est pauvre. Savez, M. Kouyaté? Je sais ce que vous savez. Mais c'est ce que le peuple ne sait pas. Je sais ce que vous savez. Je sais ce que même le peuple sait. Tout le monde sait. Pardon. Tout le monde sait. Mais
on ne va pas loin. Mais non, c'est important parce que... On ira loin. Je ne fais aucune accusation. Non, ce n'est pas une accusation. Je ne suis pas la justice. Monsieur Kouyaté, mais j'observe, j'ai le bon sens. Parce que quand vous approchez... Lamine, est-ce que tu vas m'écouter? Je vais bien vous écouter, mais quand vous approchez un petit peu, je veux dire, c'est juste minière aussi, on dit doucement, les opposants disent qu'il y a des concessions que nous donnons souvent à certaines personnalités du pays, que ce n'est pas vrai. Mais comment c'est pas? Vous avez vérifié que oui, c'est ce qu'ils nous disent. Je prends le cas de UMS, par exemple. Mais ils n'ont qu'à vérifier. Ouais. Ils n'ont qu'à vérifier. Ce sont des milliards et des milliards de dollars qui sont sortis. Tout le monde le sait. À l'extérieur, on le sait. À l'intérieur, on le sait. Bon. Mais trouvons maintenant les coupables. Et cela appartient au travail d'enquête et à la justice de faire ce travail. Mais le Frigga a disparu comment? Pourquoi on a donné Djanjan à ceux qui géraient Frigga? En lieu et place d'une usine, on leur a donné une carrière. Pourquoi? On a saisi de l'argent en cours de transfert à Dakar. Tout le monde l'a suivi. Ah, sauf que ça a été démenti. Ça a été démenti. Qui s'est intéressé après? Où c'est parti? Qui s'est intéressé après à savoir ce que c'est devenu? Est-ce que le Trésor a enregistré un retour? Ou, si c'était un transfert qu'on faisait, mais il y a le shift. Le shift a été créé pour ça. Ouais. Je l'avais dit d'ailleurs en ce temps. C'est le shift qui a été créé en 1973 a finalement connu la participation de tous les pays du monde. Ouais. Et les transferts ne nécessitent pas la mobilité des fonds. C'est par le système de shift qu'on le fait. Et c'est bien compris par toutes les banques centrales. Pourquoi on transporte combien de millions de dollars dans un sac pour aller se faire ridiculiser à Dakar? Eux, les Sénégalais savent. Bien. Ce pourquoi c'était. Le président de PED, notre invité ce soir sur Espace TV pour cet entretien exclusif. On va essayer de parler rapidement d'insalubrité à Conakry. On a vu le PM Kassori plutôt, qui a lancé cette opération du côté de Conakry. On parle aussi des cas des occupants d'Ar es Salam. Vous serez à la place de Kassori aujourd'hui. Est-ce que c'est une bonne approche quelque part? Écoutez, le problème d'insalubrité d'une capitale aussi dense, aussi peuplée donc par kilomètre carré, est un problème profond. Ouais. Une ville, les gens ne l'apprécient qu'au travers de ce qu'on voit en haut. Une ville vit en bas. Ce sont les caniveaux. C'est tout ce qui fait la structure et le maintien des bâtiments et d'écoulement de tout ce qu'il y a comme eau, d'abord, eau de ruissellement, et qui finissent par fragiliser une ville. Ceux qui vivent au sous-sol, dans une ville, prenez Paris, c'est tout un monde là-bas. C'est tout un monde. Ouais. Alors, essayez de résoudre le problème d'insalubrité, sans aller jusqu'au fond, parce que Conakry est dépassé. Les structures sous-sol qu'on a aujourd'hui datent de combien d'années? C'était depuis le temps colonial, hein? Ne vous y trompez pas. C'était depuis le temps colonial. Et aujourd'hui, c'est largement dépassé. Il y a des endroits où il n'y a même pas de toilettes. Qu'auriez-vous fait? Qu'aurais-je fait? Oui. Si vous étiez à la place de Fofana aujourd'hui. Si j'étais à la... Enfin, je n'aime même pas prévoir cette éventualité. Vous avez été Premier ministre. Oui, j'ai été Premier ministre. Voilà, justement. Ce sont des choses qu'il faut étudier. Oui, parce que en fait, à votre temps, peut-être, ce sont des problèmes qu'on n'évoquait pas à l'époque. Comment vous l'avez fait alors? S'il vous plaît. Vous ne saviez pas. Vous ne saviez pas qu'on ne les évoquait pas. Justement. Mais on les évoquait au cours du Conseil de ministres. Oui, mais je parle de la population. Ah, la population n'évoquait pas parce qu'il y avait un effort certain pour pouvoir les résoudre. C'est d'abord de façon pragmatique et en essayant de déployer. Je vais vous faire une anecdote. Avec le président Taki, qui était président d'Afrique du Sud, on avait arrêté qu'il aidât la Guinée en envoyant la société qui s'occupe de la salubrité de Johannesburg. L'ambassadeur qui était en Guinée le sait. Et l'opération avait été lancée. Il donnait 3 ans de gratuité à la Guinée pour le nettoyage, n'est-ce pas, de tout ce qu'il y a. Ça, c'est en 2007? Ça, c'était en 2008. OK. Tout avait été mis en 2008
tout a été mis en place. Une délégation était venue. Je n'ai pas voulu ébruiter. J'ai dit qu'il faut chercher d'abord où verser, n'est-ce pas, les déchets, avant de trouver un système de retraitement de ces déchets. Tout était OK. Et jusqu'à ce qu'on mette au port de Johannesburg l'équipement qui devait venir en Guinée. Ça nous a trouvé déjà, n'est-ce pas, à la fin de 2008, et je devais quitter. J'étais parti déjà. Cet ambassadeur, quand je suis venu, à l'occasion du décès du président Conté, l'ambassadeur est venu, la mort dans l'âme, chez moi, pour me dire, Monsieur le Premier ministre, je regrette, vous aviez pris une initiative avec notre président qui allait faire de Conakry une capitale très propre. Malheureusement, depuis votre départ, j'ai été à tel endroit, tel ministère, telle institution. Mais partout, on dit, non, ça c'est fini, c'est l'affaire de Kouyaté. Est-ce que c'est l'affaire de Kouyaté? Non. Est-ce que c'est Conakry qui vit sur les combien de kilomètres carrés de Conakry? Mais c'est cela le problème de la Guinée. Une des prescriptions de la Constitution doit être que tout gouvernement, je dis bien tout gouvernement, qui commence une action utile, quand ce gouvernement n'est plus, ceux qui viennent ne doivent plus l'arrêter. Parce que ça m'a vraiment frustré, pas pour moi, mais pour la Guinée. Pour la Guinée. Alors voilà ce que je dis. Tout ce qu'on fait aujourd'hui dans ce domaine, c'est pour arranger un peu avant de toucher le fond. Et le fond, il y a deux choses. Comme je l'ai dit tout de suite, le sol, ce qui est sous-sol, comment faire en sorte qu'il faut d'abord régler les mécanismes de conduite d'eau. Aujourd'hui, il y a des endroits, quel que soit le travail que vous faites, quand il pleut, l'eau stagne. Alors, il faut voir tout ça. Encore que une ville qui a quelques bandes de poussière ou de gravier ou de ceci, ce n'est pas une ville. Allez dans les vraies villes, vous ne trouverez aucun espace qui n'est pas soit couvert par les dalettes, soit couvert par le goudron, soit occupé par du gazon ou des arbres. Conakry est loin de tout ça. Ce sont des questions qui sont très complexes. Justement. Mais il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. En même temps, l'État, c'est une continuité. Vous faites bien de le rappeler d'ailleurs, parce que, je veux dire, pour les auditeurs et les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, c'est vraiment un scoop, quelque part. Le cas des occupants de la décharge de Dar es Salaam. Un mot? Bon, je ne sais rien. Je sais qu'ils vivent des conditions très difficiles. Et les occupations qu'on dit souvent occupations illégales, très souvent, vous allez demander à ces gens-là et vous trouverez qu'au ministère de l'Habitat, quelqu'un leur a donné un arrêté, même un faux, qu'ils ont. On a cassé des quartiers là-bas. Pas maintenant, il y a longtemps de ça. Tout un quartier, le quartier de Kaporo, je crois, Kaporo Rai, a été rasé. Mais je l'avais dit au ministre d'alors. Je lui ai dit, écoute, il ne faut jamais casser sans avoir les moyens d'abord de reconstruire rapidement. Ça c'est le premier principe. Si tu casses parce que simplement c'est illégal, après, ça sera vide, ou ceux qui l'ont occupé reviennent s'installer encore, ou d'autres s'en accaparent, auxquels, n'est-ce pas, vous ne pourrez rien faire. Deuxièmement, il n'est pas sûr que ces gens que vous déclarez illégalement installés n'ont pas eu de documents de ton ministère. Va, cherche, et puis tu trouveras. Voilà. Entretien exclusif sur Espace TV, mais aussi vous nous écoutez à la radio Espace. On va parler politique maintenant, M. Kouyaté en filigrane. On parlait politique tout ce temps. Oui, enfin, parler politique, votre champ, franchement, dans le sens qu'on parle de différents politiques, différents électoraux. Quelle approche de règlement? Ça, c'est la première question. L'opposition républicaine qui annonce la reprise des manifestations après le mois de Ramadan. Et puis, sur la scène politique, il y a une recomposition aujourd'hui. Bizarrement, Makanera, qui devient porte-parole de l'opposition républicaine, si on parlait football, on allait dire quel transfert. Parce qu'aujourd'hui, c'est, comment il s'appelle, Aboubakar Sylla, qui devient carrément porte-parole du gouvernement. On va essayer de parler aussi du calendrier électoral. Jusqu'en 2020, législative et présidentielle, ça fait beaucoup, je sais, et nouvelle loi sur la CENI. Mais pourquoi vous oubliez d'abord les communales? Ah oui, on n'a pas encore installé... Mais rappelez-vous, je crois que c'était sur vos antennes et tout ce que je fais
très précieux passe par vos antennes qui sont suivies et que je suis aussi comme moi. Ça ne veut pas dire que je marginalise les autres, mais à vous, j'accorde respect parce qu'au moins, il y a un libre débat. L'opposition croit que c'est à cause des fraudes que les résultats des communales ne sont pas donnés. Ce n'est rien ça, ce n'est rien de tout ça. C'est vrai qu'il y a eu des fraudes. L'opposition en a été victime, chacun l'a vu, mais il fallait déjà s'y attendre parce qu'on est allé à ces élections, le fichier électoral n'était même pas assaini. Donc, on savait que c'était tronqué déjà à la base. Mais pourquoi les résultats ne sont pas donnés? Moi, je vais vous dire. C'est parce que partout où l'État a fraudé et a gagné la majorité des conseillers, dans chacune de ces villes, l'opposition, je veux dire le gouvernement, si ce n'est pas le président lui-même, a dit à 3, 4, 5 personnes, tu seras maire, tu seras maire, tu seras maire. C'est le cas dans beaucoup de villes. C'est le cas dans beaucoup de villes. Vous voyez pourquoi on n'a pas mis de tête de liste au RPG? Oui. Il n'y a pas eu de tête de liste. Il n'y a pas eu de photo, n'est-ce pas, de celui qui conduit la liste RPG. Contrairement aux indépendants, parce qu'il y a les candidats indépendants aussi. Oui. Donc, les indépendants sont indépendants. On les a habitués tout dernièrement, sans quoi il n'y avait même pas ça. Vous savez, aux élections présidentielles, il faut être d'un parti. Mais ils n'ont pas fait ce travail qu'il faut faire. La CENI aurait dû déjà crier un holà. Ils ne l'ont pas fait. Alors aujourd'hui, ils promettent, que ce soit à Macenta, que ce soit en Zérékoré, que ce soit à Kankan, que ce soit... Enfin, partout où ils ont eu une majorité virtuelle, ils ont promis à 4-5 personnes, n'est-ce pas, de leur octroyer le poste de maire. Eux, aujourd'hui, se battent entre eux. Et ils feront aujourd'hui, les conseils se tiendront pour élire, ça sera une déchirure au sein du RPG. Et le RPG risque encore de tout perdre. Voilà la première raison. La deuxième raison, rappelez-vous, je l'ai dit sur vos antennes. Oui. J'ai dit que toutes ces élections vont s'embouteiller en 2020. Donc, j'ai dit que ne pensez pas que c'est au travers du changement, de l'amendement de la Constitution seulement qu'il va aller au troisième mandat. Après tout, dans d'autres pays d'Afrique, dans au moins un pays africain, vous avez que le président est déjà au-delà de son mandat par glissement. C'est-à-dire qu'il n'a pas touché à la Constitution, mais la situation est bloquée et on est déjà à 2 ans après son mandat. Alors, il faut savoir qu'on a affaire à un président qui pense à tous les moyens. Les élections communales n'ont pas eu lieu à temps. Quand on les a tenues... 5 mois depuis le mois de février. Quand des pays tels que la Gambie, tous les pays qui ont fait des élections communales avant la Guinée, après la Guinée, ont déjà déclaré les résultats. C'est une histoire de semaines. Nous sommes maintenant bientôt, c'était au mois de février. Le mois de février, le 4 février, exactement. Le 4 février. On est aujourd'hui au mois de juin. Ça fait combien de mois? Février, mars, avril, mai, juin. 5 mois. Où vous avez eu ça? Dans quelle partie du monde vous avez vu? Ça n'existe nulle part. Ça n'a pas faussé depuis le départ déjà ça en 2010, ça fausse. Il y a eu 6 mois quand même entre les 2 tours. Entre les 2 tours, il y a eu 6 mois. Oui. Et vous comprendrez que le PDN était le seul parti à l'époque qui avait osé dire, nous ne voulons pas des militaires au pouvoir. Mais si nous ne maîtrisons pas les séquences de cette élection, ça va créer beaucoup de problèmes après. Mais à l'époque, tous ceux qui étaient là comme parti politique ont dit « Ah, le PDN vient d'être créé et ils n'ont pas encore l'assise, ils veulent gagner du temps. » Je vous jure, ce n'était pas du tout mon objectif. L'objectif, c'est qu'il fallait respecter d'abord le terme. Processus électoral, c'est un processus. J'ai donné l'exemple, je dis, vous ne pouvez pas être à 7 heures à Conakry et dire qu'à 8 heures, vous allez être à Kankan. Vous finirez dans le ravin. Ce sont des séquences qui s'emboîtent l'une dans l'autre jusqu'à la fin. C'est à la fin de ces séquences que vous fixez la date. Je dis, c'est plus rationnel. Ils ne m'ont pas écouté. On a reporté d'abord, ils ont fixé une date péremptoire. On a reporté subrepticement après un deuxième report.
Tout simplement, on ne voulait pas que Kouyaté ait raison, donc le report qu'on faisait n'était pas grand, alors qu'il aurait fallu faire tout ça pour aseptiser et ne pas créer les conditions. C'est ce qui a fait que le premier tour a été totalement tronqué. Il faut le reconnaître. Aujourd'hui, moi, je parle. Mais j'étais le seul au premier tour qui critiquait déjà le président actuel. Hein. Qui d'autre l'a critiqué? Qui d'autre a dénoncé? Qui d'autre a dit, a prévu ce qui allait arriver? Au premier tour déjà, en 2010, j'étais le seul. J'étais le seul. C'est vous dire que je n'ai pas été complaisant, ni vis-à-vis de moi-même, ni vis-à-vis des autres. Alors, on est arrivé ainsi, et malheureusement, personne ne m'a écouté. Les élections ont été faites dans la précipitation. Le fichier électoral qui était en cours, c'était, n'est-ce pas, un fichier déjà abîmé. Et quand on a dit qu'il fallait faire une première diffusion de cela, et ça a été diffusé, on a vu des doublons, des quadruplons, etc., des quintuplons. On a vu tous ceux qui avaient comme morts enregistrés, et des ministres même. Je connais des ministres qui avaient au moins 5 cartes d'électeurs. Bon, on a dénoncé à l'époque, mais ils ont dit, bon, pour corriger, on envoie la liste de tout ça là aux partis politiques. L'élection, c'est... Les partis politiques sont impliqués, mais c'est un contrat, un pacte entre l'État et les citoyens. Si le citoyen ne voit pas, comment nous allons faire? Ils ont envoyé et c'est sur ça qu'on est parti. Voilà les raisons pour lesquelles il y a eu ces 6 mois, parce que nous étions déjà dans un camp adverse avec le camp, n'est-ce pas, de Cellou. Nous avons dit, si nous partons dans les mêmes conditions, alors que les faiblesses du premier tour ne sont pas reconnues, tout sera encore à refaire et il y aura des tensions. Rappelez-vous, on est allé chez le Premier ministre Jean-Marie Doré, père son âme. C'est ce jour où il a été reconnu qu'il y avait une trentaine, si j'ai bonne souvenance. Oui, c'est bien ça, effectivement. Une trentaine de dysfonctionnements. Ça a été dit par Dieng, qui était un membre éminent, n'est-ce pas, de la CENI. Il l'a dit, et ce jour dans la salle, j'avoue que du côté de l'autre camp, ils étaient totalement abattus. Ça, tout le monde l'a vu. Mais c'était le prix à payer si on voulait aboutir à quelque chose d'au moins un peu plus salubre. Voilà ce qui a fait que ça a duré autant de temps. Mais si je me rappelle, ce n'était pas 6 mois, c'était 4 mois. C'est pas 6 mois, 4 mois. Bon, ok. Et la recomposition aujourd'hui de cette classe politique? C'est la décomposition de la classe politique. Ce n'est pas la recomposition. La décomposition. La décomposition, elle commence par le RPG. Il ne faut pas oublier. Si. Même si on peut se permettre de dire que quelque part ça fait la fête. Hein, ça fait la fête. Vous savez bien quel est l'état du RPG aujourd'hui? Non, pas du tout. Bon, moi, je le sais. C'est un parti en décomposition du fait du président du parti, président de la République. Voilà. Du fait aussi que les personnes de troisième heure sont venues, on parle de tout cela explique... Il y a beaucoup de frustration. Exactement. Et qu'il y ait tentative en ce moment pour aller fermer le siège d'un parti par les militants du parti. Ça ne vous dit pas quelque chose, ça? Mais bien sûr que oui. Bon, donc, tous les partis sont dans cet état, sauf le PDN, bien sûr. Alors, tous les partis sont dans cet état. Ceux qui ont fait la transhumance, vous parlez tout de suite de transfert de joueurs. Non, c'est la transhumance. Voilà. Ceux qui ont fait cette transhumance ont créé des problèmes à leur parti. Ceux qui ont, sans faire une transhumance totale... En clair, aujourd'hui, M. Kouyaté, vous êtes conscient que cette population n'a plus confiance à vous, politique? Grosso modo, je dirais oui, sauf à ceux qui tiennent parole. Justement. Sauf à ceux qui... Et qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Parce qu'il y a un véritable problème. Ces téléspectateurs qui nous regardent du côté de Guékédou se demandent finalement à qui croire aujourd'hui. À qui croire? Oui. Comment croire? On croit en celui qui a toujours dit, qui a toujours prévenu de ce qui va arriver. Moi, je suis sidéré. Quand j'écoute ces politiques, parfois, on me dit que c'est un jeu. Non, ce n'est pas un jeu. La politique n'est pas un jeu. C'est ce qu'on me dit. Non, bon, c'est ce que les gens ne prennent. L'homme a créé sur terre tout ce qu'il y a de noble qu'il a rendu après ignoble. Ce n'est pas la politique qui est sale. Ce sont des politiciens qui sont sales. Voilà tout. La politique, ce sont des règles. C'est la règle pour diriger la cité. Quand ces règles sont claires et que les hommes politiques
ce que Dieu a reparti entre les hommes, c'est l'ego. Chacun ne voit que son ego. Comment arriver à être quelqu'un? Comme je le dis souvent, il y a deux types d'hommes. Celui qui veut être quelqu'un et celui qui veut faire quelque chose. Oui. Quand on fait quelque chose, on devient quelqu'un fatalement. Mais il y en a qui ne veulent qu'être quelqu'un sans faire quelque chose. Ce sont des convictions qui sont dans leur intra. C'est à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est leur façon de penser ça. S'enrichir sur le dos du peuple. On dira, tout le monde tient le même langage. Moi, j'ai dit aux militants, les programmes, lisez-les pour savoir qui veut faire quoi. Ne vous en contentez pas. Qui veut faire quoi? Quand vous lisez, vous pouvez trouver. Mais est-ce que ça s'arrête là? Il y en a qui vous vendent, n'est-ce pas, des papiers en or où tout est écrit. Les jeunes, on va trouver la solution à leur emploi, les femmes, etc. Tous les programmes sur ça. En fait, la Guinée n'a même pas besoin de trop de programmes. On a un programme condensé dans 3 mots. 3 mots qui constituent la devise de la Guinée. Travail, justice, solidarité. Justice, solidarité. Bien. Mettons les Guinéens au travail. Ouais. Pour les mettre au travail, il faut que le gouvernement, l'État, crée les conditions de travail. Ceux qui ne sont pas riches et qui se battent pour la richesse, il faut qu'ils aient les revenus qu'ils font. Vous savez, aujourd'hui, le taux de pauvreté en Guinée, c'est parmi les plus élevés du monde. Ouais. La Banque mondiale dit que la pauvreté monétaire se situe, n'est-ce pas, dans les 55%. 55%, 55,5% je crois, selon le dernier rapport de la Banque mondiale. C'est-à-dire ceux qui ont, par jour, au-delà, en deçà, donc je veux dire en deçà de 8 800 francs guinéens. La pauvreté multidimensionnelle, que ce soit l'accès à l'eau, à l'électricité, l'accès à toutes les commodités sociales de base, on est à 66, et quelques %. Et là, c'est condensé parce qu'il y a des villes de l'intérieur qui vont jusqu'à 80%. Hein. Ouais. Bien. Lansana Kouyaté, notre invité ce soir sur Espace TV. Vous nous regardez à la télévision, vous nous écoutez également sur Radio Espace. On va forcément parler de cette coalition, Monsieur Kouyaté. Quelle coalition politique dans le court terme, parce qu'on parle entre autres de rapprochement avec le parti de Monsieur Sidya Touré, l'UFR. C'est important d'y toucher un mot parce que... Quel rapprochement de l'UFR? Je parle de coalition parce que... L'UFR et qui? Et PLN, entre autres. On parle de ça? Oui, on parle de ça, M. Kouyaté. Vous n'allez pas me dire le contraire. On parle aussi du parti de Ousmane Kaba. Hein? Franchement, ouais. Je vous jure. Oui. Vous n'en avez jamais parlé avec Sidya Touré? Non. Du tout, du tout. Pas maintenant. Il y a longtemps, on en a parlé. Oui. Ce n'est pas remis à la balance? Non. À un moment donné... Savez-vous que vous faites peur un petit peu au président, vous, Sidya Touré, et vous deux? Ben oui, je le dis en connaissance de cause. J'aurais voulu qu'il y ait plus encore qui lui fasse peur. Non, vous deux, je dis, vous deux. Pourquoi vous n'avez jamais parlé de coalition? On a, à un moment donné, oui, je dois le reconnaître, oui, Sidya et moi, eu à en parler. Okay. Mais je lui ai dit ceci. Je dis, mon cher, soyons francs entre nous. Tu es haut représentant du président de la République. Tu as déjà un pied là-dedans. Il a fait des erreurs? Pardon, c'est une erreur. Ouais. Je lui ai dit. Ce que je vous dis là, je lui ai dit. C'est une erreur. Je lui ai dit, en mathématiques, on nous apprend que le plus multiplié par le moins, le résultat c'est quoi? Moins. Le moins multiplié par plus, c'est moins. Il n'y a que le plus multiplié par plus qui donne plus, ou le moins multiplié par moins qui donne plus. Alors, si je me base sur ça, c'est la règle, je ne sais plus, j'ai oublié mes notions. Ce n'est pas tant la commutativité, je connais, mais ça c'est une autre règle. Alors, je lui ai dit, si on s'associe, c'est soit j'adopte tes valeurs, et auquel cas, j'accepte d'être aussi, pas haut représentant, mais moyen représentant. Je dis, si je le suis, c'est moi qui perds de ma conviction. Vous avez peur de vous associer avec Sidya Touré aujourd'hui? Non, c'est pas que j'ai... En toute franchise, j'ai pas peur. Ouais. J'ai simplement mis une exigence qu'il puisse tout éclaircir sur ses rapports avec ce gouvernement. Ok. Il ne l'a pas fait. Ouais. Il ne l'a pas fait. Moi, je ne peux pas concevoir. Mon parti n'a les... Après tout, l'opposition a voulu que... Pour vous, il s'est décrédibilisé aujourd'hui, M. Sidya Touré?
en s'associant avec Alpha? Ce jugement appartient aux Mais Guinéens. non, je pose la question. Non, moi je dis oui. qu'il y a des règles qu'il doit respecter. Oui. S'il veut que nous allions ensemble, il faut que sa tenue vis-à-vis de ce gouvernement, vis-à-vis du président, soit claire et nette, sans embâche. Il ne l'a pas fait, donc vous êtes non, dit, il ne l'a pas fait. Intéressé. Et tant qu'il ne l'a pas fait, je ne serai pas intéressé. Parce que c'est ma philosophie qu'il faut... Il y a une peur, quelque part. C'est pas la peur, c'est pas la peur. Peut-être que ce n'est pas le mot qu'il faut Ce n'est employer. pas la peur, Ouais. c'est l'amour de mes convictions et des convictions de mon parti. Ouais. On l'a dit. Quelles que soient les difficultés pour qu'on aura... vous, c'est décrédibilisé aujourd'hui? Pourquoi vous voulez... Puisque c'est ce que vous voulez que je dise. Non, pas du tout. Parce que vous-même, vous y pensez. Mais non, pas du tout. Pas que je pense. Ah, si vous le pensez, Lamine. Oui, je pose cette question, à savoir, est-ce qu'il s'est décrédibilisé aujourd'hui? Pourquoi vous avez parlé de décrédibiliser? Eh ben, je vous ai décrit la situation. Oui. Décrire la situation vaut mieux qu'un adjectif. Je vous dis, il est haut représentant du président. Et ça, c'est un poste qu'il a eu. Ouais. C'est un titre qu'il a. Il a une voiture VA. Il a tout ce qu'il y a comme artifice de cette fonction. Ouais. Vous voulez vraiment que moi je fasse harakiri à mes principes et aux principes de mon parti? Appelez ça comme vous voulez. Si c'est décrédibilisé, c'est vous qui utilisez le mot. Mais j'aurais même souhaité que ça soit ça. Ah, finalement. Oui. Bien. Candidat en 2020, M. Kouyaté? À coup sûr, si mon parti le veut. Ouais. Et à ce stade où je suis, à ce stade des choses, je ne vois encore personne d'autre émerger au sein du parti. Donc, si le parti me le demande, je serai candidat. Bien. Et vous serez là pour faire ma campagne. Avec plaisir, évidemment. Monsieur Lansana Kouyaté était notre invité ce soir sur Espace TV. Merci beaucoup, Monsieur Kouyaté, en tout cas, d'être passé sur ce plateau. Peut-être un mot pour les téléspectateurs qui vous regardent en Guinée, dans toute la Guinée d'ailleurs, et qui vous écoutent à la radio. Mes chers téléspectateurs, je voudrais d'abord dire merci à vous toutes et à vous tous. Et merci à Espace TV qui, loin, n'est-ce pas, de ses studios, a pu organiser, n'est-ce pas, cet entretien. Je voudrais en remercier Lamine Guirassy, qui est un homme de conviction et qui, à mon avis, montre le bel exemple à tous les journalistes guinéens. Je voudrais vous dire une chose. À mes militants et à vous, mes militants le savent parce qu'ils ont une conviction trempée. Ne pensez plus que la perspective d'un troisième mandat est pour 1 an, 2 ans encore. Elle se joue maintenant. Et c'est maintenant que vous devez savoir que le danger, le loup, est devant notre porte. Et aucun de nous ne doit l'accepter. En tout cas, le PDN ne l'acceptera pas. Je reviendrai en Guinée. Je prendrai le flambeau du combat. Un combat qui est politique, qui n'est que politique. Parce qu'on a vite fait de dire « Ah, il vient créer le désordre. » Je ne crée aucun désordre. Je me bats politiquement comme je l'ai toujours fait. Quand il a fallu faire des marches, on a fait des marches. Je ne renoncerai pas au droit que la Constitution donne à tout citoyen de manifester ce qu'il pense. On est en train de nous mettre dans une fumée pour lancer des ballons d'essai. Troisième mandat ici, troisième mandat là, on en parle peu, mais ceux qui l'ont annoncé prématurément n'ont pas été sanctionnés pour autant. Mais maintenant, il y a un plus gros calibre qui dit qu'il faut laisser le président terminer son travail. Il n'a pas dit troisième mandat, mais c'est tout comme. Alors, on dit, ça ne passera pas. Le troisième mandat ne passera pas. Nous n'en voulons pas. Les Guinéens se portent mal sur le plan politique. Tout est mélangé. Ne serait-ce que ça. Il n'y a qu'un homme qui a un caractère à la décomposition, à la capacité de décomposition, qui peut aimer une situation actuelle où tout est décomposé. Un homme sage politiquement, ne joue pas à ce stratagème. Il crée les conditions d'une opposition saine et, n'est-ce pas, d'un pouvoir sain. C'est plus équitable, c'est plus équilibré. Mais aujourd'hui, tout va à volo et je crois que si ça continue comme ça, c'est la souffrance du peuple qui va continuer en même temps. L'éducation, la santé, la justice, n'est-ce pas, la sécurité, toutes ces questions essentielles, l'emploi des jeunes, toutes ces questions essentielles
qui restent, n'est-ce pas, totalement à la marge, n'est-ce pas, du pouvoir. 4 femmes sur 33, ça fait 12%. Et soyons, reconnaissons-le, je l'ai déjà dit, c'est très peu. Je m'adresse à vous pour que vous ne confiez pas votre sort à ce sort qu'on vous impose. Sachez que de votre responsabilité, la communauté internationale, c'est une commodité de langage. Chaque pays a le droit de défendre ses intérêts dans cette communauté internationale. Donc, ne l'oubliez pas, le combat viendra de l'intérieur, un combat politique, pacifique. Je le dis et je vous remercie. Je sais que mes propos rentreront dans vos oreilles, mais surtout pénétreront vos cœurs. Merci. Voilà, Lansana Kouyaté sur Espace TV. Il était notre invité ce soir pour cet entretien exclusif. Merci à vous, téléspectateurs. Grand merci à OM5 TV, évidemment, qui nous a reçus ici à Paris pour cet entretien exclusif. Dans un instant, sur Espace, les programmes continuent. Nous, on se retrouve pour un autre numéro. À très vite sur Espace TV et sur Radio Espace. Au revoir.